pas pouvoir être là, mais je suis ravi d'être là pour vous parler de analyse de cycle de vie. Donc, en fait, c'est complété sur les rapports entre ingénieurs et écologie à partir d'un ensemble de méthodes. Et je voudrais faire deux choses en fait dans cette présentation. D'abord revenir sur l'institutionnalisation de ces méthodes comme une science pour l'ingénierie. Puis dans un deuxième temps, essayer de voir comment est-ce que ces méthodes sont mises au travail pour équiper l'action publique, donc s'intéresser plus particulièrement au travail de certains ingénieurs, des ingénieurs de l'ADEME déjà. Alors les analyses de cycle de vie, pour le dire très schématiquement, l'idée c'est de quantifier l'ensemble des impacts environnementaux. Le schéma que vous pouvez voir, en fait, c'est de définir un système, toutes les étapes de l'extraction de matières premières jusqu'à la fin de vie des produits et des services. Ensuite, on fait un inventaire, donc il y a des flux qui rentrent énergétiquement, il y a des flux qui sortent, on calcule l'impact des flux qui sortent. Une autre manière de présenter en fait, cette expertise, ces méthodes, c'est de se dire qu'il y a un volet très donné intensive, parce qu'il s'agit de faire l'inventaire d'un système, un modèle économique, un mode de production, de faire l'inventaire de ce qui rentre et ce qui sort, financièrement. Et puis un autre volet qui est plus sur la méthode, c'est-à-dire que tous les flux qui sont sortants, on va essayer de voir qu'il y a des indicateurs aussi divers que le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'usage de terre, etc., etc. Donc, pour le dire encore une fois autrement, les ACV sont porteurs d'une double promesse. D'abord, il y a une promesse de scientificité, on va calculer les vrais impacts, notamment identifier des transferts de pollution, une volonté scientifique, par une approche systémique des productions industrielles, donc on va objectiver par les impacts. Et puis l'autre versant qui est plus vide, ce sont des sciences qui vont pouvoir orienter l'action des acteurs privés, qui vont pouvoir moderniser leur outils de production pour les verdir, ou orienter, équiper l'action publique pour façonner des politiques environnementales, comme notamment on voit en France pour l'affichage environnemental des produits alimentaires, la réglementation du bâtiment, ou encore, si on regarde bien dans les détails de la loi AGEC, les méthodes d'ACV sont les méthodes de référence pour la substitution de certains produits. C'est un objet qui, malgré sa montée en puissance depuis quelques années, est assez peu étudié en travaux de la SHS, sauf, je mentionne quand même Suzanne Friedberg ou Delphine Gibassier, qui est plutôt de gestion, mais qui ont enquêté sur la normalisation des ACV et montré l'importance des ingénieurs des grands corps dans l'appropriation de ces. Je vous ai dit que j'allais faire deux choses, proposer de faire deux choses ici. La première chose, c'est interroger le rapport interroger l'institutionnalisation de ces savoirs. Et pour ça, ce que je voudrais faire, c'est un peu mobiliser la sociologie des disciplines, c'est-à-dire essayer de prendre les ACV en fait, comme un domaine de recherche et pouvoir identifier les étapes d'institutionnalisation en mobilisant certains grands résultats de la sociologie des disciplines, avec cette idée que ce qui est important aussi, c'est de regarder les petits réseaux structurants à la base de l'institutionnalisation, l'importance des universités techniques pour les sciences pour l'ingénierie, et puis regarder aussi d'où vient la demande sociale. Pour l'ingénierie, si on reprend les travaux de Grossetti et Détré, montre qu'en fait, il y a une demande sociale qui est très importante dans la stabilisation des cultures. Alors pour ça, comment est-ce qu'on peut se faire? C'est d'utiliser des méthodes scientométriques. Donc on a constitué un grand corpus d'articles scientifiques qui se revendiquent des ACV. Comment est-ce qu'on a fait? On a fait une requête toute simple, qui s'appelle Assessment depuis le Web of Science, qui nous a permis d'extraire 30 000 articles sur lesquels on peut faire un ensemble de descriptifs, mais aussi des analyses de réseau, prise de co-citation, réalisées grâce à la plateforme Cortex. Je ne développe pas ces points de vue méthodologiques. La deuxième question qui m'intéressait, vous avez dit, c'était de regarder aussi quel est le rôle des ingénieurs quand ces savoirs qui sont très scientifiques, qui s'institutionnalisent comme un domaine, basculent pour équiper l'action publique. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, la perspective dans laquelle, pour répondre à cette question, c'est plus de regarder les récents travaux qui sont intéressés aux politiques du calcul, c'est-à-dire et le travail des données, comme ça a été mentionné par Charles juste avant. Cette idée qu'en fait, il n'y a pas on ne se saisit pas de savoir pour l'appliquer directement, mais il y a tout un travail de traduction, notamment qui est porté par ce que David de Mortin appelle coalition calculatoire, c'est-à-dire équiper l'action publique par ces calculs, ces nouveaux calculs, en fait, demande tout un ensemble de traductions qui est porté par des réseaux hétérogènes,
Donc des gens qui s'intéressent, des spécialistes du calcul, qui vont essayer de déterminer quelles sont les bonnes corrélations, comment est-ce qu'on calcule, etc. Donc la manière pour moi de me saisir de cette littérature, c'était de regarder quel est le rôle des ingénieurs dans ces coalitions calculatoires qui font passer les ACV de savoir théorique à le socle technique pour une politique publique. Et la politique publique qui nous intéressera, ce sont l'affichage environnemental des produits de la loi. Voilà, donc deux faces à cette présentation. Je vous propose tout de suite de commencer par la première, c'est l'institutionnalisation de ces savoirs, de la R&D industrielle à une science pour l'ingénierie. Pour celles et ceux qui connaissent les méthodes ACV, en fait, l'histoire est un petit peu connue. Ce sont des expertises qui naissent plutôt du côté des grands industriels dans les années 60, surtout début des années 70, sur un contexte de pic pétrolier, de crise énergétique. Et l'idée, c'est de dire combien ces méthodes, à la base, c'est pas tant une version écologique, de dire comment faire pour produire moins, pour produire plus, pardon, avec moins d'énergie. Et donc, voilà, l'histoire un peu indigène de ces méthodes, c'est l'idée de dire que Coca-Cola aurait contacté, en fait, aurait produit les premiers ACV pour savoir est-ce qu'il vaut mieux des bouteilles de plastique ou de verre. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de dire que c'est pas Coca qui le fait, c'est surtout un bureau d'études qui vend ses services à Coca et qui ensuite essaie de développer cette méthode auprès de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, en parallèle de l'analyse de risque. Mais ça ne marche pas. En gros, l'EPA a fait là-dessus en disant que ce sont des méthodes trop complexes, notamment trop gourmandes en termes de données. Et donc, on a une mise sous silence, au moins du point de vue de l'administration, pendant les années 80. Les ACV ressurgissent en fait dans les années 90, qui sont vraiment la décennie charnière de l'institutionnalisation. Je mentionnerai 3 processus en parallèle. Le premier, c'est une organisation de l'expertise en ACV à l'échelle mondiale, avec une mise en circulation des savoirs par la CETAC, qui a publié des guides. La CETAC, c'est quoi? La Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Ce qui m'intéresse, c'est surtout porté par des ingénieurs chimistes. Remobiliser un certain nombre de savoirs dans les ACV. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ces circulations internationales, donc, elles sont aussi assurées par les programmes des Nations Unies en matière environnementale, qui a fusionné même avec la CETAC pour organiser tous les 2 ans un peu la messe, le grand colloque international comme avec cette ACV. Le deuxième processus des années 90 qui m'intéressait, c'était de voir qu'il y a une académisation avec la création d'un journal académique en 1996, dédié uniquement aux analyses de cycle de vie, et puis la création des chaires universitaires qu'on peut avoir à Chalmers aux États-Unis, mais surtout au DTU, en Europe du Nord, en fait, dans les grandes universités techniques d'Europe du Nord, Allemagne, Danemark, essentiellement en Suède aussi. Et le dernier point, c'est que ces ACV vont aussi être normalisés. Donc, on va avoir la naissance de normes ISO, alors c'est plutôt 2006, chez les années 96, en 96. Voilà. Ces 3 processus, en fait, vont faire que ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la centralité des ingénieurs de la chimie dans la circulation de ces savoirs et leur stabilisation. Et puis aussi le fait que ça s'accompagne, en fait, les ACV ici sont portés par, de mon test, par un changement de discours du monde des affaires qui, à partir des années 90, disent les questions environnementales, en fait, c'est nous qui allons les régler, notamment en quantifiant de manière rigoureuse les impacts de nos productions et puis en pouvant rectifier le tir directement sur la base de ces savoirs. Ça, c'est une petite objectivation. Vous voyez le nombre d'articles en fonction du temps. On voit que ça explose vraiment à partir des années 2010. Mais il y a toute cette phase d'élaboration des normes épistémiques, de constitution des bases de données, mise en stabilisation des règles qui sont portées plutôt dans les années 90. Ce genre de représentation, ce qu'on peut produire avec l'analyse scientométrique, pour le dire grossièrement, vous avez ici les 150 citations les plus citées de notre corpus de 30 000, et l'idée c'était de faire des réseaux de co-citations, c'est-à-dire chaque triangle est un article, et de regarder parmi les 150 les plus cités, quels sont ceux qui sont cités en même temps. En fait, ça nous permet d'avoir une espèce de paysage épistémique, puisque 2 articles sont cités, sont d'autant plus proches qu'ils sont cités, s'ils sont plus proches, pardon, c'est qu'ils sont cités en même temps. Et donc on a une cohérence thématique qu'on peut identifier à travers de ce type d'analyse. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que vous avez ce corpus rouge au milieu, sur lequel je vais revenir tout de suite, et sinon vous avez des corpus qui sont assez sectorialisés. En fait, on a les ACV appliqués au bâtiment, à
à l'énergie, à la nourriture, etc. Ce gros corpus rouge, en fait, les corpus historiques, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ces articles-là sont des articles de référence, ceux sur lesquels tout le monde assoit de légitimité scientifique de l'UNCB. Et ce qui est intéressant, c'est très différent par rapport à d'autres types de domaines de recherche, c'est qu'ici, les producteurs sont en fait pas uniquement des scientifiques. On a des bureaux d'études qui vont proposer eux-mêmes leur propre méthodologie. On a la norme ISO qui est citée de nombreuses fois comme référence. Et puis, vous avez aussi des guides de bonnes pratiques publiés par la CEPLAC et le programme des Nations Unies que je viens de mentionner juste avant. Voilà, un petit tour d'horizon très rapide, malgré tout, des producteurs de savoir qui publie dans ces corpus. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez commun. On regarde, on fait l'analyse des domaines, on s'aperçoit que la plupart des auteurs, sur les plus de quasi 60 000, en fait, sont des auteurs qui ne publient qu'une fois. Ou des doctorants, des doctorantes, ou des personnes qui vont utiliser les essais avec une seule fois. Mais sinon, on a identifié un petit réseau de corset, c'est-à-dire des auteurs qui sont particulièrement centraux, qui publient beaucoup. Et cela, ce qui est intéressant de voir, ce sont des ingénieurs chimiques, là aussi, qui ont été formés, en tout cas les universités techniques qui sont des institutions qui sont fortement publiantes. Et puis en fait, la diversité thématique que je vous ai mentionnée juste ici, elle s'accompagne avec le profil de nouveaux ingénieurs qui sont spécialisés par exemple en agronomie, qui vont ensuite publier un article en master. Dernier point sur les producteurs de savoir, c'est que ce ne sont pas que des scientifiques, mais c'est aussi des entrepreneurs, fondateurs de bureaux d'études qui vont publier eux-mêmes leurs méthodes pour s'attarder sur ce point. Et puis aussi des bases de données qui font l'objet de publications. Voilà, ce premier moment, en fait, ce qui me permet de dire que les ACV en fait, s'institutionnalisent comme une science pour l'ingénierie, c'est une institutionnalisation depuis les universités techniques. On a une communauté qui est très stratifiée, mais dirigée par des ingénieurs chimistes, et puis la centrale et la demande sociale à bien bout, pas tant des industries en fait que des institutions internationales. Je vais rapidement se prendre un peu moins de temps pour ce deuxième temps, c'est-à-dire quel est le rôle des ingénieurs au final, comment est-ce que ces savoirs sont mobilisés pour l'action publique, quel est le rôle des ingénieurs pour ça. Je vais m'intéresser en fait à l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, je vais le plus rapide puisqu'il y a un article qui va être publié demain avec la scientologiste pour prendre. Mais l'idée, c'était de se dire qu'on va s'intéresser à l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, c'est une promesse du Grenelle de l'environnement à la fin des années 2000 qui on va produire une information objective sur tous les produits alimentaires. A, B, C, D, E, vous avez le Nutri-Score, on va le décliner pour l'environnement. Ça arrive dans un moment où l'agriculture et la diversité des impacts est remise en cause par la diversité des impacts, et puis on a une information environnementale qui est très contestée. 150 labels juste pour les produits alimentaires. Donc l'idée, c'est de se dire l'affichage environnemental que le Grenelle entérine va en fait on va mobiliser les SAV pour produire cette information environnementale qui a la double qualité de répondre à la fois à la diversité des impacts et par ces dimensions scientifiques à se hisser au-dessus de l'ADEME est mandaté pour équiper, mettre en place cet affichage environnemental, sauf que personne n'est spécialiste de CCV à la fin des années 2000. Donc l'ADEME recrute un ingénieur, formé plutôt à l'INSA, généraliste formé de l'ACV, qui a travaillé dans le bureau d'études. Donc ils vont débaucher cet ingénieur du bureau d'études pour ensuite le mettre à la tête de la structuration des bases de données en ACV. La citation, en fait, l'ingénieur me dit, bon, ben, voilà, en fait, en un an, il fallait sortir un cadre technique qui permette d'évaluer tous les produits et services de grande consommation. C'est impossible, en 20 ans, ça fait 20 ans qu'on essaie, on n'a pas fini, donc l'ADEME se confronte à un autre obstacle, c'est que pour l'agriculture en particulier, là c'est plus compliqué parce que vous avez autant de modes de production que d'éleveurs, d'éleveuses, et donc ben voilà, il y a peu de bases de données existantes, il y a une forte disparité des heures dans les métiers, donc c'est compliqué. Donc, ce que va faire l'ADEME, c'est qu'il va aussi embaucher un autre ingénieur qui a la double casquette, ingénieur agri, ingénieur en ACV. Pour faire quoi? Pour essayer de régler cette histoire de comment faire quand on a des ressources limitées, qu'on n'est que deux,
pour constituer des bases de données dans le milieu agricole. La stratégie qui va être adoptée, c'est de mobiliser d'autres ingénieurs et des instituts techniques agricoles, et ensuite d'organiser des réunions de terrain, en gros, des ingénieurs spécialisés dans leur domaine, dans les filières agricoles. Toutes les filières vont réunir un ingénieur dans des groupes de travail, et le rôle très important de l'ingénieur de l'ADEME, ça va être ensuite de stabiliser des données en s'appuyant sur ces instituts techniques. Ils vont aussi avoir une stratégie de diviser l'aval de l'amont, puisque ce n'est pas du tout les mêmes problématiques pour l'aval et l'amont agricole, de manière en fait à avoir des conventions qui soient différentes et qui permettent de faire l'économie de tension entre des transformateurs, par exemple, et des organisations producteurs. Dernier point que je voulais mentionner, c'était sur quelles ressources aussi vont s'appuyer. C'était s'appuyer sur toute une série d'ambiguïtés. Le fait que l'affichage environnemental, pour l'instant, l'ambiguïté du programme dans lequel les instituts techniques participent. Puisque c'est un programme de recherche, c'est un programme d'action publique, le flou est maintenu, ce qui permet en fait aussi à des ingénieurs techniques, des instituts techniques, de livrer leurs données un peu plus facilement. Il y a aussi une ambiguïté sur le statut de l'affichage, puisque l'affichage environnemental est annoncé comme obligatoire, il sera finalement volontaire. Donc, est-ce qu'il sera volontaire ou contraignant? Les deux ingénieurs de l'ADEME vont jouer sur cette ambiguïté pour forcer justement aussi les organisations de producteurs à lâcher leur données. Mais un des points, c'était sur l'asymétrie d'expertise, puisque aucun de ces ingénieurs, comme vous avez mentionné, des instituts techniques, ne sont formés aux ACB. En fait, l'idée, c'est de s'appuyer sur la complexité de ces sciences pour faire remonter. Donc en conclusion, les ingénieurs sont au cœur de ces collections calculatoires pour l'équipe de l'action publique, des ingénieurs spécialisés en ACB plutôt à l'ADEME, qui vont aussi mobiliser des ingénieurs agro pour spécialiser dans leur domaine de projet. Je voulais juste noter que ce ne sont pas des ingénieurs des grands corps, comme c'était le cas pour la normalisation. On a plutôt une expérience qui se prend au niveau des bureaux d'études, qui sont des ingénieurs spécialisés dans les domaines d'expertise. Voilà, juste pour vous dire que le prolongement de cette étude, ce que je voulais faire pour aujourd'hui, que je n'ai pas pu, c'est notamment appliquer les méthodes plutôt scientométriques sur un type de données qui sont les données du réseau LinkedIn pour avoir une caractérisation des carrières de ces ingénieurs ACVIS qui sont très éclatés. Et en France, on a la formation se passe surtout dans le développement. Merci, désolé d'avoir un peu coupé.